Alors, on va parler maintenant de notre cerveau avec Sylvie Chaucron. Je rappelle que vous êtes neuropsychologue. Et la semaine dernière, donc, on a vu qu'on pouvait percevoir des informations sans en avoir conscience. Et on peut se demander si ça veut dire que notre perception peut être utilisée et manipulée, du coup, à notre insu. Exactement. Donc, la semaine dernière, on a bien vu que ces perceptions non conscientes, elles nous servent sans doute à être plus efficaces, à réagir très vite, par exemple, si un objet tombe ou quoi que ce soit. Mais malgré tout, de plus en plus, cette forme de perception qu'on appelle subliminale, donc juste en dessous du seuil, elle pourrait être utilisée aussi par les spécialistes du neuromarketing pour nous faire percevoir des choses à notre insu. Vous avez des exemples, par exemple, de Alors, neuromarketing? Justement, donc on va voir à l'écran quelques logos, parce que c'est très utilisé, en particulier dans les logos. Donc vous connaissez cette société, FedEx, vous avez souvent vu écrit FedEx comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu qu'entre le E et le X, à la fin de FedEx, il y avait une flèche. Et donc, vous voyez, on la voit là, on l'a matérialisée en noir. Cette flèche, elle est sans doute là pour exprimer la vitesse de distribution, la direction, l'efficacité, etc. Alors, FedEx n'est pas la seule société à utiliser ce type de stratégie. Donc, voilà, vous connaissez ce logo. Même sans réfléchir, vous savez que c'est Carrefour. Et on ne sait pas exactement pourquoi, mais vous voyez, entre le rouge et le bleu, la partie blanche, qui n'est pas délimitée, qu'on perçoit finalement, qui a un contour qu'on appelle illusoire, parce qu'il est juste déterminé par la frontière entre le rouge et le bleu, détermine le C de Carrefour. Alors, pourquoi est-ce que c'est mieux pour une société que notre cerveau traite ces informations de manière subliminale? On ne sait pas exactement quel est l'apport, mais on se doute que si plusieurs grandes sociétés ont utilisé ce type de perception, c'est qu'il y a peut-être un intérêt. Alors ensuite, il y a des gens qui sont allés plus loin. Donc, on va voir un autre exemple. Donc, alors là, c'est l'exemple du TGV, donc on connaît bien ce logo. Par contre, je ne suis pas sûre que vous ayez tous vu ce logo à l'envers, donc on va le faire tourner. Et à l'envers, c'est un escargot. Tout ça, sans doute, pour nous faire croire que le TGV, c'est l'inverse d'un escargot et qu'il n'y a pas plus rapide que le TGV. Donc là, c'est vraiment... c'est compter sur notre intelligence et en plus subliminale, parce que évidemment tout ça est totalement inconscient. Et puis alors il y a une autre société qui est Toblerone, qui a fait encore plus fort. Donc je pense que vous avez tous toujours vu cette espèce de montagne derrière, qui est en fait le mont Cervin, qui est le mont de la ville de Berne, d'où est originaire la famille Tobler. Et donc ce qu'on voit de manière quasi subliminale, c'est que le blanc sur la montagne, en fait, délimite les contours d'un ours, qui n'est autre que le symbole, vraiment, l'insigne de la ville. Et dans Toblerone, non seulement il y a le nom Tobler, qui est la famille qui a créé la marque, mais en plus, si on enlève quelques lettres, vous allez voir qu'il y a Berne, qui est la ville dont ils sont originaires. Donc en fait, ce logo, exactement, ce logo qui a l'air d'être juste le nom du chocolat, avec juste une montagne, parce que voilà, le chocolat est associé au lait, aux alpages, etc., en fait contient une énorme somme d'informations. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on ne sait pas quel est l'impact de ces informations qui sont perçues de manière subliminale. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est extrêmement utilisé, que ce soit dans la publicité, dans le neuromarketing ou en politique. Exactement, j'allais y venir. Et vous vous souvenez sans doute tous de la deuxième campagne de François Mitterrand, où on a... accusé, on peut dire ça comme ça, Antenne 2 à l'époque, et pas France 2, de présenter dans son générique des informations télévisées, le visage de François Mitterrand qu'on voit apparaître ici. On devrait le voir peut-être mieux sur l'image suivante. Et donc là, c'est vraiment une capture d'écran. Et donc, on ne saura jamais... on n'a pas étudié. Exactement, c'est impossible, parce que c'est pas comme un essai clinique où on aurait eu la moitié des sujets qui n'auraient pas vu le visage de François Mitterrand. On ne saura jamais quel impact ça a pu avoir. Le fait est qu'il a été réélu. Incroyable. Je comprends bien qu'on peut donc, à vous écouter, qu'on peut percevoir des choses sans en avoir conscience. Maintenant, est-ce qu'on peut agir sans en avoir conscience? Alors, on peut tout à fait agir sans en avoir conscience. Donc, par définition, on n'est absolument pas conscient de ça. Et donc, imaginons que je veuille attraper mon verre d'eau et que j'ai cette intention d'aller attraper mon verre d'eau. En réalité, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millisecondes avant que j'ai pensé que j'allais aller attraper ce verre d'eau, on peut déjà détecter un signal électrique dans mon cerveau qui correspond à cette intention que je n'ai pas encore eue consciemment. Oui, mais ça veut dire que notre cerveau sait
avant nous qu'on va bouger le bras. Exactement. Donc c'est comme si l'intention inconsciente d'aller chercher ce verre, de diriger ce geste, arrivait dans notre cerveau avant la pensée consciente. Donc on va regarder juste une petite courbe, voilà. Donc dans les années 80, il y a un chercheur en neurosciences qui s'appelle Benjamin Libet qui a fait ce type d'expérience. Donc il a enregistré l'activité électrique dans le cerveau pendant qu'un sujet, donc à un moment où un sujet décidait d'aller faire un geste. Et ce qu'on voit très bien sur l'écran, c'est que l'activité cérébrale, elle commence au moins 600 millisecondes avant que le sujet se dise consciemment qu'il va aller chercher un verre d'eau. Donc aujourd'hui, on a l'IRM fonctionnel qui nous permet de faire le même type d'expérience. Et donc si on met des sujets dans un scanner et qu'on enregistre leur activité électrique, ils ont une tâche toute simple à faire. Ils doivent appuyer sur un bouton d'un boîtier, soit dans la main droite, soit dans la main gauche. Si on enregistre l'activité cérébrale, on a une activité cérébrale qui commence plus d'une seconde avant que le sujet sache de quel côté il va appuyer. Et si, juste en regardant le côté de l'hémisphère qui s'active, on essaye de prédire sur quel bouton il va appuyer, puisque vous savez que c'est croisé. Donc si j'appuie avec ma main droite, je vais activer mon hémisphère gauche. Donc si on regarde quel hémisphère s'active, on peut prédire avec un degré de certitude de 60% de quel côté il appuiera, alors qu'il n'a pas encore décidé consciemment. Enfin, ça fait peur, mon histoire. Non, mais ça fait peur parce que ça veut dire qu'à la limite, c'est pas moi qui décide de mes actes. Exactement. Alors, non, ça c'est sûr. Alors, il y a tout un tas de débats philosophiques autour de ça, pour savoir si on a vraiment un libre arbitre, s'il y a quelqu'un qui décide pour nous à l'intérieur de notre cerveau, ou si c'est nous réellement qui prenons nos décisions. Et évidemment, il y a des tas de chercheurs qui contestent ces expériences-là, qui malgré tout ont une validité scientifique. Et ce qui pourrait se passer, c'est simplement que la prise de conscience d'une décision survient après l'intention qui, elle, est inconsciente. Et donc ça nous renvoie à ce dont on parlait la dernière fois, qui est que nos capacités, nos fonctions cognitives qu'on essaye de modéliser en permanence en ce moment avec l'intelligence artificielle, ne sont pas uniquement conscientes. Et ce qu'on modélise actuellement, c'est cette partie consciente. Mais cette partie consciente, elle arrive peut-être des secondes après que des décisions non conscientes aient été prises. Et je pense que si on n'avait que la part consciente de nos processus, on serait bien moins efficient que ce qu'on est. Voilà. Merci beaucoup. On attend la suite. On attend la semaine prochaine avec inquiétude. Voilà, la prochaine fois, on verra comment ça peut nous influencer dans nos relations au monde. Merci beaucoup, Evie. On passe tout de suite à In Vivo.